Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Monsieur? Oui? Vous êtes le présentateur du cinéma? Il s'est passé quelque chose de grave? Vous connaissez cet homme? C'est Luc Dardenne. Il est venu au cinéma présenter son dernier film, La fille inconnue. Il est pas inconnu? Non. Vous voulez voir les images? J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué. C'est un film qui est construit autour d'une enquête policière, cette fois-ci, ce qui est un peu un genre d'enquête policière, ce qui est un peu une première dans votre filmographie. Est-ce que c'est une manière de se frotter un peu au film de genre, Luc Dardenne? Moi j'aime pas ça, je suis pas capable d'en faire, mon frère non plus. Les films de genre, ça demande une grande connaissance des genres. Parce qu'il y a beaucoup de figures dans les films de genre. Et bon, Stanley Kubrick a fait des films de genre et chaque fois qu'il a pris un genre, il en a fait un chef-d'œuvre. Bon, donc nous, c'est pas vraiment notre domaine. On n'est pas capable de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a une enquête. Mais c'est un médecin qui fait l'enquête. Ça reste un médecin. Elle ne pratique pas l'interrogatoire comme un policier ou un détective privé pourrait le faire. Elle ne fait pas des filatures comme le ferait un privé. Bon, donc elle reste un médecin et on a essayé que quand elle parle aux gens, soit les patients ou les patientes, soit les gens qu'elle rencontre pour connaître le nom de la fille inconnue, quand elle fait cela, elle le fait en disant franchement ce qu'elle cherche. Elle n'a pas d'agenda caché. Elle demande le nom, elle dit je vous en prie, donnez-moi le nom. Elle a le secret médical, ce que n'a pas un policier. Le policier il est là pour vous dénoncer, si je puis dire, pour que vous soyez dénoncé comme coupable. Elle, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est de trouver le nom de la jeune fille inconnue pour qu'elle soit enterrée dignement. C'est tout. Pour réintégrer cette fille dans la communauté humaine, dans la mémoire. Et Jenny, qu'est-ce qui la motive particulièrement par rapport à ça? Parce que finalement, comme on lui rappelle souvent dans le film, c'est pas sa responsabilité directe, c'est pas elle qui l'a tué. Non, comme le dit le docteur Riga, aucun tribunal ne vous condamnerait pour ça. Mais Jenny, je pense, enfin nous on l'a vu comme ça, ce docteur, elle se sent, comment vais-je dire, je crois que tout être humain, normalement, devrait se sentir endetté vis-à-vis d'un autre, des autres. D'autant plus ici si elle est en partie responsable de sa mort. Je veux dire par là, non pas qu'elle a commis cette mort, ce meurtre ou cette non-assistance à personne en danger, elle n'a pas commis le fait, mais elle n'a pas ouvert sa porte et c'est chez elle que la jeune fille avait sonné, pas à côté de chez elle. Donc, elle doit se sentir responsable et coupable, et d'autant plus qu'elle est médecin. Et que le médecin, il n'est pas là pour donner la mort, il est là pour prolonger la vie au maximum, en tous les cas une vie digne. Il est là pour soulager la souffrance. Voilà, il est là pour éloigner la mort, pas pour y participer de quelque façon que ce soit. Et on dit toujours, le médecin, la porte du médecin est ouverte à la veuve, à l'orphelin et à l'assassin. Et là, elle a fermé. Et donc cette porte fermée, finalement, est-ce qu'on peut y voir un reflet d'une certaine société de nos jours qui ferme ses portes? Oui, Est-ce que c'est ce que Jenny veut éviter? Jenny est une fille sans identité et de peau noire, vraisemblablement africaine. Donc, effectivement, on peut penser à une réfugiée. Ça, c'est certain. Je ne dis pas que le film n'est que cette métaphore-là, mais c'est sûr qu'il en renvoie vers ça et vers le droit à l'hospitalité de tous ces gens. Parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel, le droit à l'hospitalité, et que malheureusement, l'Europe, tout en respectant... je veux dire, les choses se sont un peu inversées. Le droit à l'hospitalité est une chose. On ne peut pas laisser mourir les gens de faim dans les déserts, dans les mers ou ailleurs. On doit les loger, les nourrir et leur permettre d'avoir une vie la plus digne possible. Après, la question de les intégrer dans la société est une deuxième question. Mais aujourd'hui, on dit
que c'est tellement difficile de les intégrer qu'on va même plus leur permettre d'avoir le droit à l'hospitalité. C'est ça qui a changé, qui est dangereux, je trouve. Jenny, finalement, va être confrontée à toute une série de personnages qui, eux, en général, se rejettent des responsabilités, même des responsabilités de père ou des responsabilités diverses. Donc, de nouveau, la question, c'est est-ce que c'est un symbole d'une certaine société ou C'est pas un symbole, je crois que c'est les êtres humains que nous sommes. Souvent, effectivement, nous faisons passer nos intérêts avant la recherche de quelqu'un. Finalement, on se dit, bah, cette fille, bon, on s'en fout un peu. Elle est morte, comme le dit à un moment donné le personnage du père de Brian, ben, elle est morte. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu un langage qui circule aujourd'hui plus qu'avant, peut-être, et encore, je ne suis pas sûr. Je pense que le docteur Jenny est une espèce de folle par rapport à une femme habitée par une culpabilité qu'on peut juger démesurée, irritante, énervante. Je ne crois pas qu'elle se croit au-dessus des autres êtres humains. Je crois qu'on a toujours essayé de la filmer comme les autres. Et elle a... Bon, il y a une scène qui était compliquée pour elle, c'est quand la scène avec le père de Brian, avec Jérémy, où il ne fallait pas qu'elle apparaisse comme le juge qui a raison, qui est au-dessus des autres. Donc on a toujours essayé qu'elle reste à hauteur des autres. Et c'est pour ça qu'il dit « Ne me regardez pas d'en haut ». Elle s'assied, elle se met derrière lui, elle n'essaye pas de dire qu'elle a raison. Parce qu'elle-même, elle dit « C'est moi qui n'ai pas ouvert ma porte ». Bon, voilà. Donc elle n'est pas moraliste, si vous voulez. Elle n'est pas en train d'accuser les gens. Vous n'avez pas fait ça, vous ça. Bon, quand elle interroge le vieil homme, elle ne lui dit pas pourquoi vous faites ça avec cette fille qui est mineure. Enfin, elle ne sait pas qu'elle est mineure, mais elle ne dit pas mais vous ne pouvez pas faire ça. Non, ce n'est pas le problème de Jenny. C'est vraiment aidez-moi à retrouver le nom de cette jeune fille. Et la culpabilité des gens qu'elle rencontre, elle est dans le fait qu'ils gardent le silence. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est pas pour ça qu'elle va les voir, c'est pour qu'ils parlent. Et finalement, elle apporte à certains un sens de responsabilité, notamment à la sœur de la fille inconnue, qui, grâce à ça, va prendre conscience de sa responsabilité à elle, voilà, qu'elle n'avait pas assumée. Cette jeune femme noire, on ne voulait pas qu'elle soit seulement une victime, parce que c'est facile de dire qu'on est victime. Et donc, effectivement, elle a peur du Mac, là, du macro, du proxénète, qui est son copain en même temps. Mais elle dit que ce n'est pas seulement pour ça qu'elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé parce qu'elle était jalouse de sa sœur. Ce qui est très humain, d'être jaloux de quelqu'un et de sa sœur. Et nous, on voulait ça parce que c'est plus complexe que ça, je dirais, le rapport, la relation humaine. C'est quelque chose de plus complexe que simplement, oui, je ne fais pas ça parce que j'ai peur d'eux, ou parce que je suis victime, ou parce qu'on ne m'a pas ceci, on ne m'a pas cela, j'ai connu quelque chose de très difficile dans ma vie, donc je ne peux plus. Bon, c'est plus et là, on voulait vraiment qu'elle se sente responsable et qu'elle dise... Et c'est pour ça que Jenny l'embrasse aussi. Jenny l'embrasse parce qu'elle lui donne le nom de la fille, de sa sœur, mais aussi parce que cette femme est allée très loin dans le fait qu'elle accepte vraiment sa responsabilité. Elle ne la rejette pas sur le proxénète uniquement, même si ce type n'est pas sympathique, évidemment, mais ça c'est autre chose. On a parlé de Jenny qui est jouée par Adèle Haenel. Est-ce que diriger Adèle Haenel par rapport à d'autres actrices, Cécile de France ou Marion Cotillard, est-ce qu'on dirige différemment chacune de ces actrices qui ont quand même des types de jeux différents? Non. On a peut-être fait moins de prises avec Adèle parce qu'elle fonce, elle aime bien foncer. Elle aime bien démarrer sur les chapeaux de roue. Et bon, il est possible qu'on ait fait moins de prises. En tous les cas, effectivement, on a tourné moins de pellicules, moins de temps. De temps, je veux dire de temps enregistré, de temps numérique. Mais sinon, on travaille de la même façon. Parce que nous répétons beaucoup avant de tourner. Et Adèle, comme Marion Cotillard, comme Cécile de France, comme Émilie Dequesne, Déborah François, Jérémy, Fabrizio Rongione,
Ils viennent tous les jours, enfin du moins s'ils ont le rôle principal ou un rôle où ils sont très présents. Ils sont là tous les jours, on répète de 9 h à 6 h du soir, plus ou moins, dans les décors réels, avec une caméra vidéo que mon frère ou moi tenons, et on filme, et on cherche nos plans, et puis le soir, on regarde ce qu'on a fait. Et les gens, on crée un climat, parce que c'est toujours un peu ça le problème, s'il y a des acteurs dans la salle ou des cinéastes, ou même des gens de théâtre. Un acteur ou une actrice, et peut-être d'autant plus si il ou elle est très connu, a une image d'elle-même ou de lui-même à défendre. Et donc, pour essayer des choses, tomber, se relever, s'habiller comme ceci ou comme cela, parce qu'on travaille avec des costumes déjà qui seraient ceux du film. Les gens ne viennent pas pour travailler dans leur habit de la ville et dans leurs vêtements de la ville. Et donc, je crois que ce qu'on parvient à faire dans ces journées de répétition, c'est que les gens osent être idiots, osent dire des bêtises, en disant, ils proposent, quoi. Et comme mon frère et moi, on est deux, on doit se parler, nous, on est obligés, enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose qui se passe mal, on dit, ouais, c'est pas bien. On ne le pense pas seulement en nous-mêmes, comme si un réalisateur est seul, il n'est pas obligé de dire tout le temps qu'il s'est trompé. Nous, bien. Et donc, je crois que ça joue un rôle aussi. On a remarqué ça, notamment avec Cécile de France, au début. Parce qu'elle dit, mais j'ai jamais entendu des gens qui disaient qu'ils avaient une mauvaise idée, des réalisateurs. On dit, oui, mais on est deux. Donc nous, on se le dit. Et donc les acteurs l'entendent. Et ça, je crois que ça joue pour décrisper un peu. Et puis quand, effectivement, quand on n'a jamais joué ou très peu, et puis qu'on est face à Marion Cotillard, c'est bien qu'on détente l'atmosphère, ne fût-ce que ça, et puis qu'on cherche des choses ensemble, et que les acteurs sentent qu'ils sont, comment vais-je dire, qu'ils sont au même niveau pour nous. En famille. Pour notre regard. Oui, en famille, si vous voulez. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Et Marion, pour ça, a été géniale, parce qu'elle a vraiment accepté toutes nos conditions, joué le jeu. Et Cécile aussi, et Adèle aussi, évidemment. Et vous parliez donc de remise en question. Il y a une petite curiosité ici, c'est qu'on a entendu parler du film à Cannes, et puis on a entendu parler d'une version qui aurait été modifiée. Oui. Pourquoi ça ? L'accueil à Cannes a été mitigé, mais c'est pas pour ça qu'on a retravaillé notre film, mais quand même, ça nous a un peu refroidi. Voilà, il faut accepter. Les gens ne sont pas là pour être contre nous. Ils ont vu un film et voilà, ils donnent leur avis. Et donc vous écoutez les avis du public. On a 2-3 amis qui nous ont dit que, sans nous dire où, qu'il y avait peut-être quelques problèmes de rythme à un moment donné dans le film. Et nous, on avait un plan qu'on voulait changer, qu'on voulait raccourcir de 58 secondes. Et donc, ça, on le savait, on ne l'avait pas fait, on hésitait, et donc on l'a fait. Et notre monteuse nous a dit, mais ce qu'on vient de faire, on pourrait le faire aussi à 2 autres endroits. On l'a fait, et puis on a dit, on va revoir le film. Et on a été dans une autre disposition d'esprit qui nous a permis de voir le film comme on ne l'avait pas encore vu. Il a fallu aller à Cannes pour ça, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ça coûte un peu cher, tout ça. Voilà. Quand on peut se le permettre. Voilà. Non, mais c'est un peu étrange, mais bon. Et on a coupé 7 minutes et demie. Ouais. Voilà. Et pour être plus avec le docteur Jenny, être plus dans sa tête. Et donc, avant de clôturer, on a une question habituelle ici, qui est: quelle est votre vision du cinéma belge, son évolution et ses perspectives actuelles? Comment voyez-vous le cinéma belge? Mon évolution. Ma perception de l'évolution du cinéma belge. C'est une question difficile. Moi, je pense que, comme le disait ce grand écrivain et essayiste André Malraux, le cinéma est une industrie, mais c'est aussi un art. Ou c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Et c'est un des arts les plus chers, avec l'architecture. Moins cher quand même que l'architecture. Mais je pense que le cinéma belge a bougé,
quand il y a eu une vraie politique culturelle. La politique culturelle a commencé en 1967 avec une espèce de première commission du cinéma. Et il y a un homme qui a compté beaucoup dans l'évolution de cette commission et dans notre travail à nous, parce que sans lui, on ne serait pas devenu cinéaste, c'est Henri Ingberg, qui a été le secrétaire général de la communauté française de Belgique. Et la commission s'est développée, les aides, tous les ministres, tous partis confondus, ont été très attentifs à la commission du film et l'ont aidé à augmenter son budget. Les télévisions ont collaboré aussi, BTV, Canal+, BTV, et puis alors sont arrivées les aides régionales, Wallimage, et maintenant Bruxelles Images, qui porte un autre nom. Screens Bruxelles. Screen Brussels. Effectivement. Donc, il y a des aides régionales et communautaires, puis l'aide principale aujourd'hui est le tax shelter. Et le tax shelter a permis et permet de produire pas mal de films. Alors, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un cinéma belge qui a pu se développer, c'est qu'il y a eu une aide. Il faut des talents, bien sûr, mais l'aide financière permet aux talents de se développer et aussi de découvrir des talents. Sinon, voilà. Et votre première Palme d'Or en 99 a un peu poussé à créer ce genre de... Oui, c'est ça. Ça a joué un rôle. Évidemment, ça a joué un rôle pour que nos responsables politiques, qui sont très sensibles, évidemment, à la renommée des choses, comme à leur propre renommée. C'est ça. Ils voient tout à l'aune de leur désir de renommée. Mais quelque part, ils n'ont pas tort non plus, parce qu'il s'agit d'être reconnu, effectivement, pour un homme politique comme pour un artiste. C'est vrai que pour trouver un financement pour un film, c'est mieux d'être reconnu que de ne pas l'être. Du moins, d'avoir une reconnaissance dans un certain milieu, quoi. Voilà. Et depuis lors, depuis cette première Palme d'Or, depuis Wallimage, par exemple, qui a existé avec ça, beaucoup de personnes associent beaucoup le cinéma belge avec le nom des Frères Dardenne. Oui. Est-ce que parfois c'est une responsabilité un peu lourde à porter? C'est pas que ce soit lourd pour nous, on s'en fout un peu. Mais c'est pour les cinéastes qui disent oui, mais nous on fait pas comme eux. Bon, voilà, donc mauvais moment à passer pour eux. Mais la relève est assurée. Mais je crois que non, on a eu quelques critiques de gens du cinéma qui disaient, ou de critiques des journaux aussi, que les Dardennes étaient l'arbre qui cachait la forêt. Et moi je pense que non. Je pense que non. Je pense que quand il y a des gens, des filles, des garçons, des jeunes cinéastes qui veulent faire quelque chose, qui ont quelque chose à dire, à filmer, ils le font. Et on ne les a jamais empêchés, quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'on a permis d'amener un peu plus d'argent dans la machine. Et d'autre part, c'est le cas de mon frère et moi également, je pense que dans l'art, il y a toujours une rivalité au début. Une rivalité, une émulation, si on n'aime pas le mot rivalité, mais on essaye de faire comme un autre. On s'inspire d'un autre. Et puis on veut faire mieux. Bon. Et on trouve sa propre voie. En essayant de faire mieux, on dit tiens, c'est moi ça. Mais au départ, on est toujours un peu en opposition. Et je trouve bien que des gens disent qu'ils sont en opposition avec nous. Bon, moi j'ai 62 ans. Bon, quand j'ai commencé, j'en avais 20. Et là, j'étais aussi, j'avais un père spirituel en cinéma. Et je faisais comme lui, et puis avec mon frère, on disait, oui, lui, il fait comme ça, on va faire comme ça. Et puis, bon, on avait d'autres cinéastes, on essayait de rivaliser avec eux. C'est normal, ça fait partie de l'histoire de l'art, d'essayer d'inventer, de trouver des choses nouvelles, de ne pas faire ce qui a été fait. De devoir se battre un peu pour ça. Oui, oui, se battre est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, le cinéaste Robert Bresson, donc cinéaste français, que certains ont dû voir ses films, il disait qu'il avait commencé à faire ses films contre d'autres films, contre une certaine manière de voir le cinéma qui était trop lié au théâtre à son époque. Voilà. Et je crois que c'est vrai qu'on a besoin de s'opposer. Et si on peut être ce qui permet de s'opposer, l'obstacle, tant mieux, tant mieux. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons nous arrêter là.
Merci beaucoup. Ça s'appelle le Wellington. Je crois que c'était le Wellington. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ça tombe bien car nous en avons d'autres, où vous apprendrez notamment que... Il y a autant de cinéma flamand qu'il y a de cinéma francophone. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Cinéwa, à liker nos vidéos, à les partager, à les commenter. Tout ça nous fait très plaisir. Et à très bientôt sur Cinéwa.